Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré aux ressources du budget européen, épisode que vous allez nécessairement mettre en lien avec la vidéo précédente consacrée au budget de l'Union européenne. Le financement du budget européen soulève plusieurs problématiques, plusieurs difficultés, même si ce budget peut apparaître modeste, comme nous l'avons évoqué dans la précédente vidéo, son financement a toujours posé problème au point de nécessiter dans les années 1980 création d'une ressource propre afin d'assurer le financement global de ce budget, nous y reviendrons. Le financement a toujours posé problème et il faut se souvenir qu'il est à l'origine de la politique de la chaise vide pratiquée par le général de Gaulle. Sur le principe, le financement du budget de l'Union européenne repose sur un système de ressources propres prévu dès le traité des Roms et que l'on retrouve dans les textes européens les plus récents. Le TCE prévoit ainsi que le budget est sans préjudice des autres recettes intégralement financé par des ressources propres. Si aujourd'hui, le budget est principalement financé sur la base des contributions de chacun des États membres de l'Union européenne, il faut se souvenir qu'à l'origine, 3 ressources principalement permettaient ce financement. Il s'agissait à l'époque des droits agricoles, des droits perçus dans le cadre de la politique agricole commune, des droits de douane et de la TVA communautaire. Des ressources propres qui, dans un premier temps, ont permis d'assurer le financement du budget de l'Union européenne, mais qui ne sont plus apparues suffisantes au début des années 1980 pour assurer le financement de ce budget. Lorsque ces difficultés de financement sont apparues, l'une des réponses qui a été envisagée et qui a été d'ailleurs retenue, ça a été de demander aux États une contribution au financement du budget de l'Union européenne. Cette contribution avait alors été imaginée comme une variable d'ajustement, car en définitive, il manquait peu dans le budget de l'Union européenne pour assurer le financement de ce budget. Et effectivement, chiffre à l'appui, je vous renvoie à ce propos au fascicule chiffré disponible sur la plateforme de l'université. Chiffre à l'appui, on va constater que dans les premières années au cours desquelles la contribution a été versée par les États membres de l'Union européenne, celle-ci répondait bien au vocabulaire de variable d'ajustement, puisqu'elle représentait de l'ordre de 0,2% de ce budget. Cette contribution des États membres varie dans son montant en fonction de l'État qui va contribuer à ce financement. En effet, le calcul de cette ressource propre est basé sur le revenu national brut de chaque État concerné, ce qui explique effectivement que certains États contribuent plus au financement du budget de l'Union européenne que d'autres. Alors, si dans les premières années de création de cette ressource, celle-ci répondait à la caractéristique d'une variable d'ajustement, on va comprendre là également, tableau et chiffres à l'appui, que cette caractéristique a progressivement disparu au point qu'aujourd'hui, la contribution des États membres est très loin d'être une variable d'ajustement, elle est devenue une nécessité, un incontournable dans ce financement, puisqu'elle représente depuis plusieurs années maintenant plus de 70% du budget de l'Union européenne. Il faut donc comprendre que désormais, le financement du budget de l'Union européenne ne serait plus possible sans cette fameuse contribution des États membres. Alors, bien évidemment, tout ceci permet de comprendre les difficultés que nous avons évoquées dans la précédente vidéo, difficultés dans l'élaboration du budget de l'Union européenne, alors que désormais certains pays sont très largement contributeurs dans ce financement, ce qui explique que les rapports de force, les lieux de décision, aient pu évoluer, aient pu se déplacer et que finalement les institutions européennes, Conseil, Commission, Parlement, ne disposent pas réellement des pouvoirs budgétaires tels qu'ils ont été prévus par les traités européens, alors que par ailleurs les chefs d'État et de gouvernement vont avoir vont avoir comme objectif, comme on l'a vu en décembre 2005 dans le rapport de force qui s'est établi entre la Grande-Bretagne et la France, vont avoir pour objectif effectivement de tirer le meilleur parti du financement européen. Chaque État fait d'ailleurs, alors que l'on est censé être dans un espace de solidarité, chaque État opère un calcul pour identifier s'il est contributeur net ou bénéficiaire net au budget européen. Contributeur net, cela veut dire qu'il contribue plus au financement du budget qu'il ne reçoit d'argent
montant d'aide au titre des politiques européennes. À l'inverse, le bénéficiaire net paye moins, contribue moins au financement du budget européen qu'il ne perçoit d'aide au titre des différentes politiques poursuivies dans le cadre de l'Union européenne. Alors, c'est cette logique de bénéficiaire-contributeur net qui a été mise à l'épreuve dès les années 1980, dès la création de cette ressource RNB. La difficulté nous est venue de la Grande-Bretagne. Margaret Thatcher était alors Premier ministre et avec une phrase demeurée célèbre « I want my money back », a souhaité obtenir une réduction de la contribution de la Grande-Bretagne au financement du budget européen. C'est le fameux rabais britannique, c'est la fameuse correction britannique que Tony Blair a souhaité maintenir en décembre 2005 lorsque nous avons évoqué avec la vidéo précédente les difficultés rencontrées pour les négociations encadrant les perspectives pluriannuelles de financement du budget de l'Union européenne. Sur cette base-là, la Grande-Bretagne a donc, dès les années 1980, obtenu ce rabais britannique, un rabais britannique qui s'établit bon an mal an à peu près 1,5 milliard d'euros chaque année. Et situation britannique qui a fait des émules puisque depuis cette période-là, d'autres États se sont bataillés pour obtenir une réduction de leur contribution. Ça a été le cas de l'Allemagne, ça a été le cas en 1985, ça a été le cas des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Suède depuis 2002. Et vous en connaissez maintenant les conséquences. Cette réduction de la contribution de ces États n'a pas abouti à une réduction à due concurrence du montant du budget de l'Union européenne, mais au contraire a conduit à opérer une compensation, c'est-à-dire que les autres États n'ayant pas bénéficié de cette réduction ont dû compenser et ont donc vu leur contribution augmenter pour justement compenser les réductions accordées à la Grande-Bretagne. On comprend ici l'emprise flagrante des États membres sur le budget de l'Union européenne, un poids qui, je l'ai indiqué il y a quelques instants, modifie les rapports de force au profit des États membres et au détriment des institutions européennes. Alors, quelles sont les perspectives en termes d'actualité à suivre ? Eh bien, il y a de notables discussions sur une refonte possible du système de ressources propres pour le financement du budget européen. On a notamment parlé de l'instauration d'une taxe sur les transactions financières. On a parlé également d'un droit de douane écologique et social. Bref, autant de perspectives à suivre en termes d'actualité. Je vous invite effectivement à vous abonner, comme je l'ai indiqué dans l'une des boîtes à outils proposées sur cette chaîne YouTube, à vous abonner au bon flux d'informations pour obtenir effectivement les actualités nécessaires sur ce sujet. Bien évidemment, les sites concernant la Commission européenne, les sites internet Europa, etc., qui vous seront très utiles sur le sujet. Voilà, nous en avons terminé avec cette présentation du budget européen et en particulier de ses ressources propres. Nous allons maintenant en venir à une étude de la discipline budgétaire européenne.